Precision for Women est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Anne-Vincent Salomon, qui est la directrice de l'Institut hospitalo-universitaire Cancer des femmes porté par l'Institut Curie à Paris. Bonjour Anne. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Alors moi je m'appelle donc Anne-Vincent Salomon, je suis pathologiste, médecin spécialiste. Donc la pathologie est une discipline, une spécialité médicale. Nous n'examinons pas les patients et nous ne parlons pas avec eux directement, mais nous analysons leurs tissus malades pour essayer d'en tirer le plus d'informations possible. Informations qui vont constituer le socle en cancérologie de la prise en charge la plus précise possible des patients atteints de cancer. Alors, je suis arrivée à l'Institut Curie en 1991 pour faire mon DEA. À l'époque, c'était le DEA. J'ai eu l'immense privilège de faire un DEA avec le professeur Gilles Thomas, qui était médecin, polytechnicien, chercheur et qui dirigeait un laboratoire qui a fondé la génomique tumorale. On en reparlera peut-être un petit peu après. J'ai commencé à travailler avec lui sur une question passionnante qui était l'hétérogénéité des anomalies génomiques dans un cancer qui n'était pas spécifique aux femmes, le cancer du côlon. C'est un peu la base de la médecine de précision finalement. Ça a commencé avec la description dans les tumeurs d'Ewing, qu'on appelait sarcome d'Ewing à l'époque, la mise en évidence d'une translocation. C'était la première fois que dans une tumeur solide, non lymphome, non leucémie, qu'il y avait une protéine de fusion fabriquée. Donc ça, c'est une découverte qui était incroyable par les cytogénéticiens. Donc ceux qui alignaient les chromosomes et qui les rangeaient par paire. Et après, Olivier Delattre a cloné le point de cassure de la 1122 et avec Jessica Zuckman, ils ont mis en évidence la présence de cette protéine de fusion dans le sarcome d'Ewing. Et moi, je suis arrivée pour faire mon master, ce qu'on appelait DEA à l'époque, dans le labo juste après le New England d'Olivier et Jessica qui décrivaient cette protéine de fusion. C'était complètement dingue ce moment-là. Et en fait, on travaillait chez Gilles Thomas sur les anomalies de nombre des chromosomes et les mutations dans les tumeurs digestives, les tumeurs pédiatriques, pour essayer de comprendre leur impact. Donc effectivement, c'est le démarrage de la génomique tumorale et de la médecine de précision. Ouais. Alors moi, ça m'a beaucoup marqué parce que quand on fait son DEA avec des gens aussi passionnés et passionnants que Gilles Thomas ou Olivier Delattre, eh bien, j'ai voulu rester là où j'étais arrivée pour faire mon DEA parce que je me suis dit, mais c'est là que je voudrais faire de la médecine. Donc, j'étais pas tout à fait au bout de mon internat et Gilles Thomas m'a aidé à demander un poste d'assistante. Et en fait, j'aime bien dire que je suis rentrée à l'Institut Curie comme on rentre en religion, parce que je suis arrivée à Curie en 1991. Et voilà, je vous laisse calculer le nombre d'années que j'y ai passé sans m'y ennuyer une seule journée. Déjà à ce moment-là, c'est un peu le germe des IHU parce qu'il y a le médecin, il y a le chirurgien qui va opérer le sarcome d'Ewing, il y a le laboratoire qui arrive, l'ANAPAT, il y avait l'oncologue également. Humainement, dans l'écosystème médical, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'ANAPAT, c'est le hub de la médecine de précision, c'est le hub de la cancérologie diagnostique. Et au fil des 30 ans qui viennent de passer, depuis cette description d'une protéine de fusion dans le sarcome d'Ewing, on est maintenant passé à une ANAPAT qui décrit et qui intègre des informations morphologiques et des informations anatomiques avec des informations de phénotype et moléculaires. C'est ça qui m'a beaucoup séduit dans cette pratique médicale, même si j'étais frustrée de ne plus avoir de lien humain, parce que la médecine, c'est avant tout un métier humain, mais chacun a son rôle. Et justement, si l'anapathe pense bien que lui, même si c'est un métier de l'ombre, le patient a éminemment besoin d'un anapathe performant. Le chirurgien doit avoir toutes les informations qu'il lui faut pour traiter son patient de façon adéquate. Pareillement pour l'oncologue et le radiothérapeute. Donc, en fait, c'est un intégrateur, d'une part, et d'autre part, ce qui m'a tout de suite absolument enthousiasmée, c'est le côté très proche de la recherche et l'observation et l'analyse des tissus malades nourrit les hypothèses diagnostiques et les hypothèses scientifiques. Donc en fait, ça m'a
vraiment éclatée et sans discontinuer. Et après, si on en vient aux recherches que je fais plus récemment avec Fatima Mechta-Grigoriou qui travaille sur les fibroblastes des cancers, eh bien en fait, c'est parti d'une conversation. Je lui ai dit, tu sais Fatima, d'une tumeur d'une patiente à l'autre, les cancers du sein ont des fibroblastes extrêmement différents. Elle m'a dit, ah bon, mais c'est intéressant. Et on a commencé à creuser cette question. Elle a fait un magnifique programme avec des immunologistes et donc les deux grands types cellulaires majeurs du tissu de soutien des tumeurs, du micro-environnement des tumeurs, les fibroblastes et les cellules immunes. Et, eh bien, elle a maintenant décrit 4 grandes classes de fibroblastes, puis 8 sous-classes. Et là, on rentre dans la finesse d'analyse et du rôle. C'est pas pour décrire et faire des collections de papillons, hein, c'est vraiment pour aller chercher à chaque fois l'utilité de tel ou tel type cellulaire. Et cette hétérogénéité sur laquelle avait attiré mon attention Gilles Thomas, en fait, se révèle être d'une richesse absolue et c'est le socle même de la médecine de précision de maintenant, quoi, en fait. On est en 91 finalement, vous entrez à l'Institut Curie et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, je suis assistante, puis médecin de centre, médecin spécialiste pendant 10 ans. Puis, de nouveau, l'unité INSERM U830, dirigée par Olivier Delattre. Et Olivier Delattre me dit, Anne, est-ce que tu veux tenter de passer le concours interface INSERM? Et ça, c'était un dispositif absolument génial. On passait un concours sur un projet de recherche avec une unité INSERM. Et si on était lauréat, l'hôpital recevait la moitié du montant de notre salaire pour nous remplacer et on avait moitié de notre temps dégagé pour faire de la recherche sans être universitaire. Parce qu'en fait, les centres de lutte contre le cancer ont ça d'exceptionnel, c'est qu'on peut faire de la recherche et être médecin sans être universitaire. Donc j'ai enchaîné 2 interfaces INSERM. Ça m'a donné la possibilité de soutenir une thèse de science. Et là, c'était sur les cancers du sein. Donc, on a travaillé sur les altérations moléculaires des carcinomes du sein les plus précoces, c'est-à-dire la forme in situ. Et on a montré, aux surprises, parce qu'on ne sait pas du tout forcément l'idée qu'on en avait. Lui, il pensait, Olivier, qu'on allait trouver des altérations différentes dans les in situ comparées aux formes invasives, infiltrantes. Et en fait, on a publié, on a été vraiment parmi les premiers à dire non, les cancers in situ du sein, ils sont aussi évolués d'un point de vue anomalie chromosomique que les formes infiltrantes. Voilà. Et puis, on a poursuivi sur les cancers triple négatifs associés à beaucoup de lymphocytes dans leur stroma, qui s'appellent les cancers médulaires. Et on a commencé à décrire comme ça des sous-types histologiques de cancer du sein, corrélation entre les anomalies génétiques qui se développent dans les tumeurs et le phénotype de ces tumeurs. Voilà, pour essayer d'intégrer, de caractériser au mieux les spécificités des types histologiques des cancers du sein. Mais ce qui est spectaculaire dans les cancers du sein, c'est que c'est la tumeur la plus fréquente de la femme et qu'il n'y a pas, contrairement au sarcome d'Ewing, une translocation récurrente, mais des anomalies de nombre des chromosomes qui surviennent quasiment sur tous les chromosomes. Et on essaye de rassembler les cancers du sein par profil de perte ou de gain de chromosomes, mais en fait, c'est très difficile de démêler l'hétérogénéité qu'il y a entre les cancers, pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est déjà un monde, mais alors entre les formes qui touchent des femmes différentes. Et finalement, j'ai travaillé sur l'hétérogénéité intertumorale, c'est-à-dire qu'est-ce qui regroupe les caractéristiques génomiques d'un type à l'autre de cancer du sein. Donc les cancers avec l'idée que ça peut avoir un lien avec le pronostic et éventuellement avec la thérapeutique. C'est ça la logique. Alors, on a décrit une magnifique signature pronostique, et là, c'est une anecdote pas inintéressante pour comprendre les mécanismes aussi de la réussite d'une innovation sur son plan commercial et ou sa sustainabilité. On a montré que des tumeurs du sein qui ont peu d'anomalies chromosomiques ont un pronostic excellent parmi les tumeurs qui expriment les récepteurs aux oestrogènes, je devrais préciser. Et puis celles qui ont beaucoup d'anomalies chromosomiques, elles ont un pronostic redoutable. Les courbes de survie, elles se partageaient, mais comme ça. C'était énorme, la différence. Mais on l'a fait à partir de matériel congelé. Or, le diagnostic des cancers se fait sur des biopsies qui vont être mises en formol et fixées et enrobées en paraffine. Et la médecine de précision accessible à tous, c'est ce qui se fait à partir de la paraffine.
Et au moment même où nous, on décrivait ces altérations de nombre des chromosomes sur du matériel congelé, les signatures transcriptomiques, c'est-à-dire basées sur l'ARN, les chercheurs, pour ne pas les nommer, c'était Thérèse Sorlier et Charles Péroux, ont eu l'idée de dériver une signature qu'ils allaient pouvoir réduire en partant des 26 000 gènes de la puce. Ils réduisaient à une cinquantaine de gènes. C'était la signature PAM50. Et ils ont validé leur signature PAM50, pronostic des cancers du sein, qui était établie sur du matériel congelé, sur du matériel fixé et inclus en paraffine. Et ils ont créé une boîte pour commercialiser cette signature. Puis ils n'ont pas été les seuls. Il y en a plusieurs au même moment qui ont commercialisé des signatures pronostiques basées sur l'expression ARN et l'expression des gènes. On a raté une marche, et puis probablement parce que j'ai pas la fibre entrepreneuriale, et donc, contrairement à nos collègues américains ou norvégiens et anglais, et canadiens qui ont été plus agiles et qui ont fait ces signatures transcriptomiques ARN. Et quelque chose que j'ai pas dit, c'est que effectivement, à toute innovation technologique, fait faire des progrès à la recherche. Parce que les chercheurs s'en emparent. Donc en fait, c'est un espèce de ping-pong comme ça entre avancées technologiques. Parce qu'il faut bien voir, hein, quand j'ai commencé, donc le DEA, c'était vraiment des blots et du séquençage avec les grands gels de séquence qu'il fallait surtout pas de bulles, etc. Les grandes plaques de verre qu'il fallait nettoyer de façon obsessionnelle. Et après, bon, bah, quand j'ai commencé mon interface INSERM, c'était le début des puces CGH qui étaient spotées à l'ENS le week-end pour qu'elles soient disponibles. C'était hyper fastidieux. Et ensuite, j'ai vu arriver le NGS. Donc, en fait, ces grandes évolutions, bah, à chaque fois, elles avancent avec des formidables progrès technologiques. Ça illustre très bien la nécessité du partenariat constant, enfin, Exactement. d'un aspect très, très, très multidisciplinaire. Vous aviez certainement pu commencer, il y avait beaucoup de médecins, un petit peu moins de biostatisticiens, pas forcément d'ingénieurs, etc. Et maintenant, la population s'est considérablement étoffée. Et peut-être que Curie a permis ça un petit peu avant beaucoup de monde, et que l'IHU, du coup, vient couronner ce principe pour en faire une espèce de marque, hein, ou d'objet commun, finalement. Hein. Complètement. Bon, alors, donc on comprend que Curie, on comprend le lien avec les cancers féminins, et à un moment, comment germe l'idée de cette IHU, et qu'est-ce qui fait que ça a été vous? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous lancez dans tout ça, qui doit quand même être une espèce de monstre administratif? Il n'y a pas de raison hein, que ça y échappe, et qui vous éloigne un petit peu de votre labo. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi vous l'avez fait? Donc après mes 10 années d'interface INSERM, il se trouve que je me suis retrouvée chef de département pathologie, génétique, immunologie, département qui regroupe 259 personnes, qui est sur Paris et sur Saint-Cloud, déjà une énorme machine. Donc pendant 10 ans à peu près, j'ai piloté ça. Donc là, on est déjà à plus 30, 10 ans de pratique d'anapath dans le groupe, puis interface INSERM 10 ans, puis allez, 8 ans on va dire, de pilotage du pôle. Et là, la direction, avec un sourire assez malicieux de mon directeur et de sa directrice adjointe, donc mon directeur Steven Le Gouil et la directrice adjointe Anne-Claire de Reboul, je comprenais pas pourquoi. Ils me croisaient depuis un certain temps en souriant. Puis un jour, il me convoque, il me dit, bon Anne, ok, on a des rendez-vous réguliers avec son directeur. Dans les centres de lutte contre le cancer, le directeur est un médecin, donc grande puissance organisationnelle, puisqu'il comprend de quoi on lui parle, et on pilote ça vraiment de façon assez serrée. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les chefs de département également, on s'exerce à la gestion de budget, et moi, j'avais accompli quelque chose dont je suis super fière, donc je vais le dire là, parce que là, pour le coup, je suis vraiment fière, c'est un succès d'équipe. Les 2 services de pathologie, on avait réussi à se digitaliser et à se numériser entièrement. On a été le premier centre de lutte contre le cancer à le faire. L'activité de pathologie est entièrement digitale. Et donc, il y a plus de 3 ou 4 médecins qui travaillent au moins 2 jours par semaine depuis chez eux. Et on utilise des outils digitaux. Alors, de gestion des images simples. Et puis, on est en train d'implémenter l'IA au diagnostic. Et ce que je dis là, c'est une réalité, une vraie réalité. Voilà. Donc, j'étais forte de ma petite réussite de ça. Et voilà, pas que mon directeur me dit, bon, Anne, Curie a décidé de répondre à l'appel d'offres de la 3e vague des IHU, et alors c'est toi qui vas porter ce projet. J'ai dit, mais moi, enfin, la première action, c'était de dire non, mais non. Et alors, si, ça va être toi, parce que le sujet, c'est les cancers des femmes. Il fallait voir ça, il y a 3 ans, 4 ans, là,
quand on a commencé à y réfléchir. Il y avait eu une tribune dans Le Monde signée par les directeurs des IHU. 6 hommes. Alors ça m'a un peu... je dois dire que ça a joué... Alors je ne sais plus exactement la chronologie des choses. Je pense qu'on avait déjà commencé à préparer le dossier. Mais en gros, je me suis dit, bon, il n'y a aucune femme qui dirige des IHU en France. On me le demande. Et je me suis dit, allez, go, on y va. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Et ça encore, je l'ai dit, la digitalisation, c'est un succès d'équipe. Mais là, la préparation de l'IHU, c'est un succès d'équipe encore une fois. Je ne l'ai pas fait du tout seule. Je l'ai fait avec Amaury Martin. Mais il se trouve qu'effectivement, je mesurais peut-être pas à quel point ça allait m'éloigner de la médecine. Alors, il y avait quelque chose d'évident pour moi. On était juste après Covid et il manquait des infirmières absolument partout, plein de services fermés. Moi, je leur ai dit, OK, mais on le fait et il y a les soignants avec nous. On dit d'accord. Donc, les soignants. Puis nous, on a une rockstar à Curie qui est Isabelle Fromentin, première infirmière en France à avoir eu une thèse de sciences. Ensuite, j'ai dit, bon, si on le construit, c'est avec les patientes dès le démarrage. Donc, de la même façon, on a eu le go et avec Amaury, on a fédéré comme ça. Moi, j'étais vraiment l'outsider de cet appel d'offres troisième vague, je pense. Mais le sujet cancer des femmes, il faisait absolument sens. La différence des genres devenait vraiment prégnante dans la société. Le fait qu'on commençait à parler de l'endométriose comme un sujet, d'une maladie taboue qui n'avait pas eu toute la force scientifique qu'il fallait pour le régler. Surtout, on est parti de constatations de chiffres absolument terribles, de fréquence en termes de cancer. Plus de 78 000 femmes par an en France qui font des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, de l'endomètre, de la vulve, du vagin et du col de l'utérus. Une mortalité dramatique pour certaines des tumeurs que je viens de citer. L'ovaire, c'est moins d'un cas sur 2 de femmes qui est en vie à 5 ans. Cancer du col de l'utérus, pareil. Des cancers tabous, vous avez déjà rencontré une femme qui vous dit « Ah bah moi, j'ai un cancer de la vulve ». Jamais aucune femme n'ose dire ça. Cancer du vagin, c'est pareil. Ce mot vagin est un mot tabou. Tous ces arguments, plus la diminution de la mortalité par cancer chez l'homme qui progresse mieux que la baisse de la mortalité chez les femmes, et également l'impact en termes de fatigue chronique plus importante chez les femmes après traitement d'un cancer, et donc moins de reprise du travail, impact plus grand dans la vie personnelle, des femmes qui se font beaucoup plus souvent quitter que des hommes lorsqu'ils sont face à un cancer. Donc pour toutes ces raisons, en fait, ça répondait à des préoccupations sociétales auxquelles je suis sensible. Et moi, je ne suis pas une féministe militante. Non, moi, j'aime les hommes et je trouve que la diversité des genres fait la richesse, évidemment, de la société. Mais en tout cas, que l'on alerte et qu'on renforce la recherche sur les thématiques qui concernent les femmes, eh bien, c'était central pour moi. Malheureusement, il se trouve que le sens de l'histoire nous donne diantrement raison, puisqu'on a vu ce qui se passe aux États-Unis depuis janvier. C'est terrifiant. Et donc, je suis d'autant plus fière d'être la directrice d'un institut des cancers des femmes, mot tabou de la liste des mots exclus du vocabulaire utilisable par mes collègues nord-américains dans leur demande d'argent. Nous avons été lauréats, ça c'était une immense fierté. C'est de l'argent public. On a reçu 20 millions de l'État quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 millions? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un IHU? Et puis surtout, l'IHU des cancers des femmes, qu'est-ce qu'il fait, lui, concrètement? Qu'est-ce qu'il fait de plus que ce que faisait Curie, en réalité? C'est un peu ça la question, puisque voilà, vous faisiez déjà énormément de choses. Alors ça, vous avez tout à fait raison. Eh bien, ce qu'il fait, c'est que ce n'est pas que Curie qui a créé l'IHU. C'est l'Université Paris Sciences Lettres et l'INSERM. Alors, Curie et l'INSERM et Curie, il y a plein d'unités de recherche à Curie qui sont des unités INSERM ou CNRS. Donc, nos partenaires scientifiques, effectivement, c'est pas très différent. Mais la grande originalité de l'IHU, des cancers des femmes, c'est que nous sommes cofondateurs avec PSL. Et l'université PSL, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, c'est Dauphine, c'est l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, c'est l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, c'est l'école des mines, c'est les Beaux-Arts de Paris, c'est l'école supérieure des arts décoratifs, c'est l'école des Chartes et c'est le Conservatoire national d'art dramatique et de danse. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous comprenez la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité sur laquelle nous pouvons ouvrir nos champs de recherche. Bien sûr, notre socle de fonctionnement, c'est la médecine de précision. Et pour Curie, comme on l'a dit en commençant,
c'est notre ADN. Hein. Voilà. On ne traite pas une anomalie moléculaire, on traite des patientes. Et là, c'est le deuxième grand trait et la grande complémentarité avec l'autre grand IHU de cancérologie, qui est Prisme. Mais là, on va y ajouter une dimension très intégrative, très holistique, et pour essayer de mettre un grand accélérateur sur les recherches en sciences humaines et sociales, sciences cognitives et philosophie des soins et démarche la plus holistique possible. Alors, une des actions structurantes de cet IHU est le Women's Living Lab. Et là, c'est une idée originale de Isabelle Fromentin, l'infirmière dont j'ai parlé, qui, elle, voulait faire un espace de co-création, un espace où les chercheurs rencontrent des médecins, des soignants et des patientes pour concevoir les objets du soin de demain. Et un des premiers objets sur lesquels ils sont au travail, c'est un bassin qui ne fait pas mal aux fesses quand on a été opéré d'un cancer de la vulve ou du vagin, dont on parlait tout à l'heure. C'est également un lieu où on va pouvoir innover sur la façon d'enseigner. Parce que un des très grands enjeux de cette IHU, Cancer des femmes, ça va être d'initier aux questions de la cancérologie qui touche les femmes, les élèves des universités et des grandes écoles dont j'ai parlé. C'est une tendance qui se fait dans les écoles d'ingénieurs de co-créer des doubles cursus médecine-ingénieur, parce que comme vous l'avez très bien dit, quand j'ai commencé, il y avait des biologistes et des médecins, et maintenant, il y a des informaticiens, des bioinformaticiens, des statisticiens, des chercheurs à la paillasse qui sont de plus en plus informaticiens et des médecins. Et donc, nous, notre ambition, c'est de former les ingénieurs de ces grandes écoles prestigieuses, les attirer vers des questions typiquement de cancérologie. On le saurait si la médecine et la biologie classique pouvaient venir à bout de ces thématiques cancer, parce que depuis 30 ans, moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à faire diminuer le nombre de cancers. On est même affreusement classé en France en termes de nombre de cancers du sein. On est vraiment dans les mauvais pays. Et là, on se dit, il faut faire autrement. Alors, il faut mieux prévenir. Et notre phrase mojo dans l'Institut des cancers des femmes, c'est mieux comprendre les spécificités de la biologie des cancers des femmes pour mieux les prévenir, mieux les guérir et faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact sur la vie des femmes. Alors, il y a deux choses très, très intéressantes dans ce que vous venez de dire. Enfin, il y a énormément de choses, mais il y a deux choses qui résonnent beaucoup avec le sujet de ce podcast. C'est l'évolution de la biologie et de l'informatique, enfin de toutes ces sciences-là. Et je pense que si on peut prendre quelques instants pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est devenu aujourd'hui, à quel point cette biologie moléculaire est centrale et qu'est-ce qu'on peut en attendre à l'avenir. Et puis, il y a la partie prise en charge. Vous avez cité le mot plusieurs fois de médecine intégrative. Il se trouve que nous aussi, on croit évidemment beaucoup à cette médecine intégrative, à cette coordination médicale qui, du coup, orchestre les interventions, elles aussi personnalisées, d'autant plus personnalisées qu'on a une grande connaissance de la biologie et de la maladie de chacun des cas. Est-ce qu'on peut commencer par les aspects peut-être plus scientifiques portés par la biologie et puis avoir un deuxième temps sur la prise en charge, si vous voulez bien? Alors, effectivement, quand on pose un diagnostic, comme je le disais en démarrant, le pathologiste va intégrer les infos du phénotype et moléculaire. Là, c'est l'analyse des tissus. Mais il s'est avéré que, et d'ailleurs, c'est Olivier Delattre avec la maladie résiduelle et la détection de cette translocation 11-22 chez les enfants atteints de sarcome d'Ewing qui avait initié ça à Curie il y a plus de 20 ans. Et donc, on s'est intéressé aux micrométastases dans la moelle osseuse, avec les outils pour les chercher. Et puis, le professeur Jean-Yves Piergat et Bidard ont vraiment monté tout un labo sur la maladie circulante chez les patientes atteintes de cancer du sein. Et donc, pour nous, on est convaincus dans l'IHU qu'on veut non seulement aller encore plus loin sur la détection de l'ADN tumoral circulant, mais pas que l'ADN, ça va être tout ce qui circule. Et là, on a une task force composée d'immunologistes, de spécialistes du dark génome, d'épigénéticiens qui vont travailler sur la maladie circulante dans le sang et ses dérivés. Mais également, nous avons des ophtalmos qui travaillent sur la détection de l'ADN qui circule dans l'humeur aqueuse, par exemple, pour dépister le rétinoblastome. Donc, tout liquide humain peut être un objet de recherche et certains sont plus accessibles que d'autres. Une prise de sang, ça se fait facilement. Si on casse le tube, c'est pas grave, on peut en reprendre un. L'humeur aqueuse, c'est déjà plus compliqué à recommencer. Et évidemment, des ouvertures sur la salive, c'est extrêmement intéressant.
Et donc, tout ça, c'est vraiment au cœur de notre task force sur la maladie circulante. Et il y a un des work packages qui s'applique à ça, pour le diagnostic et pour la prévention ou la dépistage des rechutes, bien sûr. Donc, véritablement, les technologies qui permettent d'analyser de façon agile, répétitive, des matériels non précieux, c'est l'avenir. Voilà. Ça, c'est certain. Ensuite, les métiers. Bon, si je reprends l'échelle du pôle que je coordonne, j'ai créé la bioinformatique clinique, une unité de bioinformatique clinique, parce qu'il faut que les généticiens ou les pathologistes qui font de l'IA puissent avoir des bioinformaticiens à portée de main pour assurer la continuité des soins. Et on le fait bien sûr avec une chance inouïe d'avoir l'unité INSERM 1339 dirigée par Emmanuel Barillot et Prairie. Donc nous, on est complètement, je dirais, dans un environnement, un écosystème autour de l'IA qui est particulièrement stimulant et créatif. Les métiers, même à l'hôpital, ont changé. Moi, dans mon organigramme du pôle que je coordonne, il y a tous les services avec leurs praticiens, etc. Puis en dessous, il y a les référents informatiques qui en fait sont des techniciens ou des ingénieurs parce que à l'hôpital, l'informatique hospitalière, elle ne pourra être agile et pertinente que si les référents métiers travaillent main dans la main pour développer les outils avec les informaticiens. Ça, c'est indispensable. Et puis, il est clair que dans l'IHU, on a la chance d'être avec les mathématiciens de Normal Sup, des mines, les physiciens et les ingénieurs de l'ESPCI. Donc, un des fleurons de notre agilité scientifique, c'est les tumeurs on chip. On a Stéphanie Descroix qui a miniaturisé les tumeurs on chip. Elle a co-développé cette technique. Bon, il y a un essai clinique qui a démarré qui s'appelle Avatar. Alors, c'est un tumorogramme qui est fait sur des organoïdes. On prend du tissu frais des tumeurs biopsiées ou opérées des patientes, mais plutôt biopsiées. Puis on fait un petit organoïde pour traiter l'organoïde avec toutes sortes de drogues auxquelles on pense pour la patiente, et on voit celle qui marche pour donner celle qui marche à la patiente. Et là, on veut le miniaturiser encore mieux sur les tumeurs on chip. Donc ça, c'est typiquement un des premiers succès là, de l'IHU. L'analyse des tumeurs on chip, ça ne marche que s'il y a aussi de l'IA qui va analyser les phénotypes des tumeurs on chip et de l'impact des traitements innovants qu'on met dessus. Voilà. Mais après, une des grandes marques de fabrique de cette IHU, c'est que c'est vraiment beaucoup d'idées et de recherches scientifiques qui va irriguer l'innovation. Fatima Mechta-Grégoriou travaille sur les fibroblastes, elle identifie un biomarqueur des fibroblastes, immunosuppresseur. Est-ce que ça peut être une cible pour favoriser la réponse à l'immunothérapie? Il y a un essai clinique en cours qui va nous donner la réponse. Voilà, ça vient d'un dialogue très, très nourri et étroit et qui est enrichi de PSL et de tous nos chercheurs de PSL. Voilà. Donc ça, c'est la branche recherche jusqu'à l'innovation et au produit. Yes. Et alors maintenant, la branche qui va vers les patientes, la branche qui va vers le soin, cette fameuse prise en charge intégrative qui est un peu, qui commence à être un mot valise. Et tant mieux, hein, parce que franchement, oui. vu les cloisons monstrueuses qu'on a dans nos systèmes, hein, c'est pas propre à la France pour le coup. Je pense que de parler de prise en charge holistique, d'intégration, etc. Au début était la parole, c'est très bien. Maintenant, par quoi ça se traduit? Quelles sont les réalités cliniques un peu pour les patientes aujourd'hui chez vous? Alors, en fait, on m'avait demandé de rêver pour écrire ce projet. Et en fait, j'ai rêvé grâce aux champions, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu ridicule ce mot, mais c'est vraiment des champions. Ils sont incroyables. Aux chercheurs que j'avais autour de moi et aux cliniciens. Alors, à Curie, on a des chercheurs, médecins-chercheurs, qui travaillent depuis très longtemps sur les femmes âgées. On est bien d'accord, les vieux, c'est l'avenir. Non, je rigole, mais donc il y a Étienne Brun, le professeur Étienne Brun, qui lui a été un des premiers oncologues médicaux en France à faire un essai clinique pour les femmes de plus de 70 ans. Eh bien, il y a tout un magnifique projet de recherche qui s'intéresse à qu'est-ce que c'est d'être vieux. On le sait bien, une femme de 70 ans peut apparaître avoir un phénotype très vieux et être déjà très diminuée parce qu'elle a beaucoup de comorbidités, puis une autre à 70 ans, elle en paraîtra 5 ans. Et tout ceci a un rationnel biologique. Donc là, on va prendre cette question sous deux axes. Comprendre ce que c'est que d'être vieux d'un point de vue biologique. Donc là, il y a toute la biologie du système immunitaire, la biologie des fibroblastes, la biologie des cellules tumorales et des conséquences du vieillissement sur l'ADN des cellules tumorales. Mais également, sur le versant prise en charge, eh bien, quand on n'est pas geek, quand on voit moins bien, quand on marche avec une canne, quand on s'occupe d'un parent dépendant, eh bien, il faut une prise en charge ajustée. Et donc, on met en place des parcours de soins le plus ajustés possible au grand âge et on n'exclut pas de la recherche clinique les personnes âgées. Et ça va se faire
avec des associations de patients ou bien avec des soignants engagés, des infirmières de coordination ou des infirmières de pratique avancée en gériatrie. À l'autre extrémité de la vie, je parlais de nos pédiatres qui sont des gens exceptionnels. Ils avaient créé un département des jeunes adultes et des adolescents. Et donc, on a Valérie Laurence qui s'intéresse à cet âge très charnière où les jeunes actuellement font des études et ils peuvent être touchés par des cancers. Il y a des jeunes femmes qui sont touchées par des cancers du sein ou du col de l'utérus avant 30 ans. Et il se trouve qu'on a des oncologues médicales et des gynécologues médicales passionnés par cette question. Sophie Franck, Anne-Sophie Ami-Petit, Florence Coussy. Et donc là, encore une fois, les chercheurs d'un point de vue très fondamental vont s'intéresser aux particularités de l'impact des hormones au moment de la post-puberté et la partie la plus jeune de la vie génitale, en fonction aussi de l'environnement, de l'exposome, de la rencontre de virus ou de bactéries particulières, et d'un point de vue parcours de soins, qu'est-ce que ça représente? Donc là, on a une association absolument merveilleuse qui s'appelle AIDA, avec lesquelles on bosse depuis très longtemps. Enfin, Valérie Laurence bosse depuis très longtemps avec AIDA, mais là, ils sont vraiment très impliqués. Les sentinelles également, Jeunes et Roses, les triplettes, voilà. Et ça, c'est un écosystème qui va également faire en sorte qu'il y ait des parcours de soins ajustés. Parce que quand on est à la fac ou quand on commence un boulot et qu'on vous dit que vous avez un cancer, là, c'est un vrai tsunami au sens, qu'est-ce que je fais? Je m'interromps, comment je justifie ça sur mon CV? Et là, je vais parler de quelqu'un d'extraordinaire. Madame Catherine Tourette-Turgis, professeure à l'Université des patients, qui a créé l'Université des patients avec Serge Luzan à Sorbonne Université. Elle est avec nous parce qu'elle, elle dit, quand on traverse un cancer, c'est une expérience qui vous forme et vous êtes différent, vous avez acquis des compétences différentes, surtout si vous êtes jeune et que vous avez la chance d'être guéri. Eh bien, il faut valoriser ça. Donc, elle va mettre en place des bilans de compétences, etc. Donc, quand je parle de prise en charge holistique, c'est de ça dont je parle aussi. Voilà. Vous prenez en charge énormément de cancers féminins. Est-ce que vous avez parlé d'endométriose tout à l'heure, qui est un sujet qui nous est cher. C'est une pathologie qui est très 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 répandue, peut-être un peu plus encore que ce qu'on imagine, et on commence à voir des liens qui sont vraiment directs entre le cancer de l'ovaire notamment et l'endométriose. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'endométriose ce sont des métastases sans cancer ou un cancer qui n'a pas réussi. Enfin, on voit bien que les liens sont vraiment extrêmement ténus. Il y a certainement des fondements biologiques commun. Enfin voilà, comment ces sujets se rencontrent, s'ils se rencontrent dans votre IHU? Alors, ils se rencontrent absolument. Le sujet endométriose est extrêmement intéressant. Donc, d'une part, il faut que des progrès soient faits pour que les femmes qui en souffrent soient mieux traitées et mieux diagnostiquées plus tôt et que c'est le moins d'impact possible pour elles. Il y a une très petite proportion de cancers de l'ovaire dans lequel on trouve encore des lésions d'endométriose et qui ont donné du rationnel à penser qu'une partie des lésions d'endométriose peuvent évoluer vers un cancer. Mais il ne faut surtout pas affoler les femmes atteintes d'endométriose, c'est une petite partie. Néanmoins, l'endométriose, c'est une maladie incroyable. C'est la muqueuse de l'endomètre qui s'implante ailleurs que dans l'endomètre et qui se développe et qui fait une petite masse en dehors. Alors ça commence la plupart du temps, c'est très fréquemment vu dans les trompes ou dans les ovaires. Mais après, là où c'est extraordinaire, c'est que ça peut aller dans le cerveau, dans les poumons, dans le foie, enfin n'importe où. Ce n'est pas un cancer, mais ça a cette capacité à bouger comme un cancer. Ce qu'il y a, c'est que les cellules de l'endométriose, les cellules épithéliales de l'endométriose, elles n'ont pas d'anomalie chromosomique de mutation ressemblant à celle des cancers. Moi, après, je connais très peu la biologie des cellules de l'endométriose, donc je vais me taire parce que je vais dire des bêtises. Mais ce que je sais, c'est qu'elles ne vont pas toutes seules dans les cellules épithéliales, ne se déplacent pas toutes seules, elles se déplacent avec le chorion cytogène de l'endomètre. C'est quoi le chorion cytogène? C'est le nid des cellules de l'endomètre. Et c'est ce qui contribue à faire le nid dans la cavité de l'utérus pour la nidation du fœtus et faire en sorte qu'il puisse pousser. Et c'est la muqueuse endométriale, c'est son chorion cytogène et les cellules épithéliales qui s'arrachent de la muqueuse de l'endomètre à chaque règle et qui rentrent en apoptose et qui se renouvellent parce qu'il faut une belle muqueuse bien régénérée pour accueillir un éventuel fœtus. Bon. Léla Perrier, avec son histoire d'étudier les règles, le sang des règles, de faire du single cell sur le sang des règles, eh bien, ça va nous permettre de mieux comprendre la muqueuse tout à fait normale et donc aider les recherches
sur l'endométriose. Et il y a une équipe de recherche de Fatima Mechta-Gregoriou qui travaille sur les fibroblastes du chorion cytogène sur l'endométriose. Et en fait, l'IHU s'intéresse à l'endométriose via les recherches de Fatima, via les recherches de Leila Perrier, et c'est l'effet démultiplicateur d'un IHU. Alors, justement, la question de la douleur liée à l'accouchement, la douleur liée aux règles, et donc les douleurs liées à l'endométriose, c'est un vrai sujet que les philosophes de l'IHU, de l'ENS, PSL, pourront adresser. On a l'immense privilège de travailler avec les philosophes du soin que sont les directeurs de l'ENS, le professeur Worms, qui travaillait déjà avec une autre championne de l'IHU, la docteure Sylvie Dolbeau, psychiatre de son état, et ils animent déjà des projets de recherche, etc. Donc là, on va le faire fleurir. C'est un effet de levier, cet IHU aussi. Bon, on arrive au terme de notre entretien, mais je voulais pas qu'on se quitte sans que, enfin, vous êtes une chercheuse éminente, même si je comprends hein, que vous voulez être comparée à un chef d'orchestre et pas à un soliste. Et malgré tout, vous êtes quand même une grande chercheuse. Je pense qu'on est dans une période où finalement, ce qui a suscité, ce qui a provoqué notre progrès, la recherche scientifique, la science en elle-même, est un peu remise en cause et que c'est un peu la première fois finalement et qu'elle se retrouve malmenée. Je pense que ça peut pas vous laisser indifférente puisque vous avez été tellement mobilisée par la santé des femmes qui elles-mêmes sont un peu abandonnées dans cette histoire. Donc on est dans une espèce de finalement de double peine et vous symbolisez un peu la lutte contre ces doubles peines. Donc maintenant sur cet aspect, comment vous vous sentez concerné par cet état de fait? Alors, je me sens mais pleinement concernée pour une simple et bonne raison, c'est que une société qui ne fait plus de recherche et qui ne s'appuie pas sur ses chercheurs est une société qui va aller de plus en plus mal et qui fait courir des risques à ces populations. Donc, il est très clair qu'il faut s'engager pour soutenir la créativité des chercheurs. Il y a une phrase de Marie Curie qui est souvent prononcée, mais que rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Et ensuite, ce qui est essentiel, c'est on est de passage sur Terre. Et autant que possible, autant avoir une vie intense, intéressante. Et la recherche et les métiers de la médecine et de la recherche et les métiers du soin en général, ce sont pour moi les métiers les plus extraordinaires du monde. Enfin, en fait, tout métier a sa place à partir du moment où on cherche à comprendre et on cherche à être curieux. Je pense que là, la tendance du monde qui serait avoir des métiers productifs au sens rémunérateur et brillants au sens socialement exposé, c'est dommage et je pense que c'est un appauvrissement intellectuel notoire. Quoi de plus intéressant dans la vie que les autres? Écoutez, merci infiniment pour cet échange passionnant et pour le temps que vous nous avez accordé. Je pense qu'on peut pas faire meilleure fin. Donc, si vous voulez bien, on arrête là. Merci beaucoup, Anne. Et à bientôt, j'espère. Merci Norbert. À bientôt.